Je vous remercie. Merci beaucoup, Aruna, pour cette très belle intervention. Je veux dire que quand nous regardons les pays qui sont vers l'émergence, nous regardons aussi, on a beaucoup parlé de ça ce matin, l'accès à l'électricité et l'accès à l'énergie. Et nous savons que parmi les pays qui sont vers l'émergence, qui ont un accès à l'électricité en dessous de 75%, nous avons le Sénégal. Donc, je pense que le Sénégal est un de ces pays aujourd'hui en Afrique qui a le plus d'accès à l'énergie et qui, dans une période assez courte, a pu augmenter son accès à l'électricité pour nous amener vers l'émergence. Donc, c'était pour répondre un peu à cette, je crois, coupure de connexion électrique et pas d'électricité que nous avons vécue il y a 5 minutes. Monsieur Kenji, je pense si vous pouvez peut-être réagir à cette présentation. Merci de nous avoir rejoints et je vous appelle peut-être à prendre le podium ou bien de répondre de votre siège. Je vous remercie. Excellence, Macky Sall, président de la République du Sénégal, distingués participants, mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais exprimer ma gratitude pour l'invitation fort aimable à la 3e édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. C'est avec honneur que je participe à cette conférence au nom du gouvernement du Japon, ensemble avec tous les pays qui sont représentés. Nous sommes heureux d'être parmi vous. Il en va de même aussi des organisations internationales et des gens venant des sociétés privées internationales, de régions et pays différents. Donc, il s'agit là d'une opportunité importante, pas uniquement pour les pays africains, mais aussi pour les partenaires au développement, dans la mesure où nous pouvons avoir une mise à jour sur le statut actuel du développement économique et social qui est mise en œuvre par les pays africains, mais aussi l'opportunité de discuter sur l'avenir de notre collaboration future. Je voudrais féliciter et remercier chaleureusement le gouvernement sénégalais ainsi que les institutions pour tous les efforts consentis dans l'organisation de cette conférence. En démarrant la coopération économique, le Japon a pu utiliser le contexte de son pays avec en tant que pays qui a pu recevoir dans le passé l'aide internationale après la deuxième guerre mondiale. L'Afrique, le Japon a reçu l'aide de la communauté internationale et le peuple japonais a pu commencer la reconstruction du pays ainsi que son développement. Ceci forme la fondation de notre situation économique actuelle. Sur base de cette expérience, le Japon a commencé à soutenir le développement d'autres pays, en particulier en Asie, en promouvant pas uniquement l'amélioration d'infrastructures de base telles que les routes, les chemins de fer, les écoles et les hôpitaux, mais aussi le développement des ressources humaines en partageant des pratiques qui permettent d'optimiser les activités et aussi d'améliorer la productivité. Cette initiative a contribué au développement des pays émergents en Asie. La Malaisie, qui est représentée ici par son Excellence Dr Mahathir Mohamed, est une excellente illustration de ces pays. TICAD a été lancé en 1993 et le Japon a commencé à discuter déjà du développement des pays africains et a démontré un leadership extrêmement important afin de pouvoir aider l'Afrique en collaboration avec les pays africains, les organisations internationales, le secteur privé et aussi la société civile.
Nous allons continuer à soutenir les pays africains et dans leurs initiatives afin qu'ils puissent être des économies émergentes. En août 2016, le Kenya a été accueilli. Donc le Kenya a accueilli la première réunion du TICAD. Il y a eu aussi une réunion ministérielle qui s'est tenue au mois d'octobre. Et durant cette période, j'ai co-dirigé la session plénière sur la transformation économique pour une croissance économique inclusive. Les participants durant cette plénière avaient partagé leur compréhension du rôle critique du secteur privé dans la transformation sociale économique vers une croissance inclusive. Ils ont convenu de l'importance d'améliorer l'environnement des affaires, incluant le développement des ressources humaines et aussi la gouvernance effective et aussi le renforcement de la connectivité à travers des infrastructures de qualité qui devaient être développées. Avant d'être un politicien, j'ai travaillé dans une banque privée et j'avais déjà commencé à travailler sur la mise à disposition de prêts pour les PME. Cette expérience m'a convaincu qu'un développement robuste du secteur privé est indispensable pour le développement économique national. Tel que je l'ai dit en amont, l'amélioration de l'environnement des affaires est critique pour que les sociétés puissent décider de nouvelles destinations en matière d'investissement. Et les gouvernements jouent un rôle important dans ce domaine. Ainsi, pour renforcer le développement des ressources humaines, le gouvernement du Japon a invité plus de 100 000 stagiaires à participer à l'initiative africaine et japonaise. Certains d'anciens participants actuellement travaillent activement en tant qu'entrepreneurs dans leur pays d'origine. Ici, ajoute que nous avons formé plus de 8 000 personnes pour travailler dans certains domaines tels que nous les avons formés en tant que managers et aussi pour construire des réseaux entre certains pays et les États côtiers. Le Japon a soutenu le développement des infrastructures, notamment le couloir du Nord en Afrique de l'Est, au Kenya, comme étant un moyen de toucher l'Afrique de l'Est. C'est un couloir qui permet de connecter la Mozambique, le Malawi, entre autres. Dans ce contexte, le Sénégal joue un rôle extrêmement important en tant que hub en Afrique de l'Ouest. Afin de pouvoir encourager les sociétés japonaises à investir dans le marché africain, nous essayons de construire la compréhension des opportunités d'affaires ainsi qu'aussi le fait de résoudre ces difficultés. Par exemple, le gouvernement du Japon a organisé le forum entre le secteur public et le secteur privé africain et le Japon à Johannesburg au mois de mai de l'année passée avec une participation de plus de 1000 sociétés japonaises avec plus de 4000 sociétés africaines. Et le Japon aussi a conduit une mission conjointe entre le secteur public et le secteur privé au Rwanda et en Zambie au mois de juillet l'année passée afin de promouvoir les interactions. Afin que l'Afrique soit une destination beaucoup plus attractive, il est important que les pays africains travaillent en matière de bonne croissance, incluant en luttant contre la corruption, en plus de s'assurer d'une gestion financière cohérente et pérenne des fonds publics. Il est important aussi de pouvoir conclure des traités fiscaux et aussi le fait de mettre en place un système administratif et aussi le fait de renforcer la stabilité et la paix régionale. Mesdames et messieurs,
T47 sera orienté vers les affaires. T47 sera une occasion pour le secteur privé japonais d'établir et de renforcer des opportunités d'affaires avec l'Afrique, qui offrent des opportunités d'investissement en exploitant les ressources humaines. Les chefs d'État et les chefs d'entreprise vont discuter de comment renforcer la coopération entre les gouvernements et les secteurs privés. À travers plusieurs événements parallèles, notamment des foires, nous allons soutenir les sociétés japonaises afin qu'elles puissent élargir leurs activités, leur présence en Afrique. Nous espérons pouvoir compter sur votre participation, vous, les Africains venant du secteur public et privé à T47. Je sais que cette conférence vise aussi à promouvoir le réseautage entre les sociétés et entre les autres régions, avec l'initiative du gouvernement du Sénégal qui met l'accent sur le rôle du secteur privé en matière de développement. Je voudrais juste conclure en exprimant le souhait que cette conférence puisse servir comme étant une opportunité aux participants de pouvoir renforcer leurs connaissances afin de pouvoir explorer les opportunités d'affaires. Je vous remercie. Thank you very much. Je vous remercie, M. Yamaga. M. Vizini, est-ce que vous pouvez réagir? Peut-être qu'on peut le faire, rendre cette session un peu plus interactive et que vous pouvez prendre la parole depuis votre table. De le faire en français. Je suis désolé pour vous parce que il n'est pas très bon, mais l'anglais et l'espagnol sont comme le français et l'italien c'est pire. Donc on n'a pas. C'est relativement facile pour moi de réagir à la présentation de UNDP parce que tout ce qu'a dit Aouna, je le partage comme point de vue. Donc permettez-moi de résumer quels sont, à travers cette analyse, 3 points qui me paraissent particulièrement significatifs quand on discute du développement du secteur privé et en général du développement industriel. Pourquoi, comment, comment, et enfin avec quelle structure de gouvernance. Alors pourquoi? Le pourquoi, il me semble assez évident. On vient des décennies passées dans lesquelles on pensait que si on pouvait garantir les mêmes conditions de départ, eh bien, les différents pays auraient trouvé naturellement leur avantage comparatif et les entreprises leur capacité d'être compétitives. On réalise aujourd'hui ce qu'il nous raconte Anna, c'est-à-dire que non, c'est pas vrai. Les pays, ils peuvent avoir des taux de croissance élevés, mais pas avoir résolu leurs problèmes. Que la croissance, en quelque sorte, c'est un outil, c'est pas un fin. Et donc, si on veut effectivement garantir le développement, il faut revenir à quels sont les goulots d'étranglement, les trappes, pour le dire en anglais, qui nous empêchent, comme des mécanismes cumulatifs, de pouvoir garantir le développement. Et, entre autres, on sait que ces trappes, elles se situent au niveau industriel et d'organisation productive. Donc, un mot qui avait été perdu revient d'actualité. Les politiques industrielles, moi je dirais plutôt les stratégies industrielles. Eh bien oui, elles sont indispensables, elles sont nécessaires. Et je ne peux pas partager plus le point qui a été fait par Aouna. Mon deuxième point, comme vous voyez, j'essaie d'être très bref, mais quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on l'a entendu de la présentation et aussi ce matin, il y a plusieurs problèmes. On part d'un constat général. La démographie est un élément qui peut nous réjouir, mais aussi inquiéter. Pourquoi? Parce que entre 20 et 29 millions d'Africains qui arrivent tous les ans en société, pas seulement sur le marché du travail, ils demandent des réponses. Et lesquelles? Alors on a entendu qu'on peut construire des free zones pour attirer des investissements étrangers et à travers ce mécanisme, en quelque sorte,
employer plus de jeunes et utiliser mieux les opportunités africaines qui sont considérables. C'est une discussion qu'avec Pierre Ndaye, on a fait plusieurs fois à Paris. Bien oui, ça peut être sans aucun doute utile, ça dépend encore du secteur. Et on sait aussi qu'on ne peut pas le faire partout. Souvent, une free zone, c'est justement créer une condition régulative particulière dans une zone en pensant que peut-être on pourra l'étendre au futur, mais pas demain. Donc, on aura beaucoup par ça, mais pas tout. Arrive le rapport de UNDP qui nous dit « Mais non, il faut aussi investir dans des champions nationaux, identifier là où il y a des grosses opportunités qui sont déjà là. » Des fois, on pourrait même penser de les créer. Et là aussi, on pourra avoir quelque chose pour répondre aux problèmes. Oui, c'est vrai, mais ça dépend beaucoup du secteur. Il y a des secteurs, comme le pétrochimique, qui n'ont pas ce qu'en français on appelle backward and forward linkages. Et donc, en conséquence, ils vont créer très peu aux alentours. Dans mon pays, on a essayé de faire ça dans le sud de l'Italie, qui est bien moins développé que le nord. Et aujourd'hui, on dit qu'on a fait beaucoup de cathédrales dans le désert, parce que ce type d'investissement n'a pas produit aux alentours beaucoup de choses. C'est évident que si on fait, par contre, comme dans le nord du Maroc, à côté des Tanger, un investissement dans l'industrie mécanique, et en particulier automotrice, là, souvent, les linkages sont plus. Bien, il arrive une troisième possibilité qui me semble indispensable. On n'empochera pas les 20-29 millions d'Africains tous les ans entre aujourd'hui et 2050 si on ne fait pas aussi confiance au tissu de PMI qui déjà existe. Si on ne renforce pas ce tissu de PMI et si on ne leur donne pas une possibilité d'être compétitif. Elle existe. Dans les exemples qui sont faits par l'UNDP, il y en a deux qui sont assez intéressants. Nollywood, et l'autre, c'est le secteur touristique en Rwanda. Dans un cas comme dans l'autre, on parle des secteurs qui ont multiplicité d'acteurs, des petites dimensions. Attention, aussi à Hollywood, l'industrie du cinéma est faite par des petites entreprises. Donc, il ne faut pas être rattrapé par le gigantisme traditionnel qui sert beaucoup les élites existantes, parce qu'un chef de banque ou d'entreprise aime beaucoup dire qu'il faut qu'elle soit encore plus grande. Mais on a vu quelles sont les conséquences négatives qu'aujourd'hui on rencontre à cause de too big to fail. Donc, il faut remettre les choses en ordre et savoir que les PMI qui existent, elles peuvent être renforcées. L'expérience au Sénégal des Pavassar est très intéressante de ce point de vue. Peut-être que ce n'est pas la seule, mais c'est très intéressant. Je conclue avec mon troisième point. Comment on fait ces politiques? Eh bien, c'est intéressant parce que les pays de l'OCDE, des fois, ils oublient, comme les économistes, souvent, ils sont un petit peu limités, qu'on a eu beaucoup d'entreprises champions nationaux, qu'on les a soutenus très fortement. J'ai eu la possibilité d'enseigner 5 ans à l'école des mines de Paris et j'étais contourné par des gens qui avaient construit Renault, construit Citroën, et c'était des fonctionnaires publics. Mais l'intelligence à l'époque avait été de construire une sorte de simulation de la concurrence. Ils devaient rapporter entre eux, avoir une pression de pair, et là, on voyait s'ils avaient bien travaillé ou non. Sinon, la possibilité de créer des rentes dans les grandes entreprises protégées est très importante. Je n'ai rien contre les entreprises publiques, à condition que nous trouvions des mécanismes pour qu'ils soient monitorés et en concurrence. Sinon, on produit une élite qui est comme l'ancienne. Rent-seeking, l'ancienne pas en Afrique, je parle des pays OCDE, rent-seeking, et que ne voit pas loin. Les économistes, ils ont du mal à le voir, et je conclurai avec une petite blague. Les deux économistes, l'une à côté de l'autre, à l'OCDE, qui est une tous les 5 secondes, ils battent les mains. Et l'autre dit, mais pourquoi tu battes les mains? Eh bien, pour garder les crocodiles loin. Mais on est à Paris, il n'y a pas de crocodiles. Donc, ça marche. On ne fait que reproduire souvent des idées comme il faut la concurrence. On peut des fois trouver des substituts. Merci. Merci beaucoup Mario pour cet bon exemple. Je pense que nous avons aujourd'hui avec nous Monsieur Boubacar Gab qui est un champion national, je pense champion international. Je dois dire qu'aujourd'hui, quand nous pensons à l'échelle continentale de la zone de libre-échange économique, nous voulons créer effectivement des champions qui
commencent avec leur pays national, mais qui peuvent peut-être traverser les horizons continentaux. Nous savons aujourd'hui qu'en Afrique, quand les pays et quand l'Afrique fait de commerce entre elles, elle crée plus d'emplois, elle crée plus de prospérité et elle diminue l'emploi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous parlons de vous comme un champion national, mais je pense qu'incessamment, vous serez un champion continental, surtout avec l'adoption de la zone de libre-échange continentale, que le Sénégal va incessamment ratifier, je crois, d'ici la fin du mois de février. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être partager vos expériences? Qu'est-ce que vous avez fait? On repense peut-être à Mario aussi, qui dit qu'il faudrait rester dans le secteur privé. Merci. Mesdames, Messieurs, distingués honorables invités, je suis très ravi d'être ici aujourd'hui à l'occasion de la 3e conférence sur l'émergence du secteur privé, sinon sur l'émergence de l'Afrique. Je pense que le mot est lâché. On parle de choses qui nous passionnent, c'est le développement économique et social du continent. Le continent africain, ce continent généreux, qui a énormément donné à l'humanité. Aujourd'hui, il me semble que le temps est arrivé pour que ce continent-là reçoive en retour la reconnaissance de toute l'humanité et que l'on l'appuie, qu'on l'aide pour se relever et aller de l'avant. Il est vrai que ce que je vais vous dire, certainement, en grande partie, c'est des choses que vous connaissez mieux que moi. Tout a été déjà dit dans le passé et dans le présent. Qu'est-ce qui reste à faire? C'est juste l'action, c'est de faire. J'interviens donc ici à ma double qualité de fondateur et président du groupe Sedima, mais aussi à ma qualité de cette nouvelle passion qui vit en moi, qui est être le président du club des investisseurs sénégalais. Mais je vais plus vous parler de Sedima parce que c'est ce que je connais le plus, ce que j'ai vécu pendant 42 ans. À l'époque, j'avais 22 ans, pendant que mon père avait décidé, moi-même avec, d'aller continuer mes études en France. J'ai déjà été inscrit et tout. J'ai décidé d'aller m'installer dans un petit village du Sénégal, sans eau ni électricité, pour vivre ma passion. Cette passion n'était rien d'autre que l'élevage. Je commence avec mes 120 petits poussins, un investissement de l'ordre de 60 000 francs CFA, 100 €, et je m'emploie à travailler et à aimer ce que je fais tous les jours un peu plus, jusqu'à ce que cette vision ou cette envie de contribuer à bâtir une filière avicole me rejoigne. C'est ainsi que pendant tout le temps que nous avons reçu des importations de volailles, cuisses de poulet, ailes de dinde, tout, et qui était quand même, disons-le, la solution la plus facile si ce n'était que pour gagner de l'argent, nous avons été résilients. Nous avons été persévérants
Et nous nous sommes dit, continuons à nous battre parce que ma conviction est que l'Afrique doit nourrir l'Afrique. Et j'ai même souvent dit, produire ce que nous mangeons et manger ce que nous produisons. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas les compétences, on a besoin de l'étranger, de l'investisseur étranger, on a besoin des partenaires pour nous accompagner dans ces choses-là. Mais il y a des choses que nous savons faire, faisons-les. Et parmi ces choses-là, l'agriculture en premier. La valorisation, la transformation, la création de richesses, ce sont des choses sur lesquelles nous devons mettre l'accent. De mon point de vue, parlant de filières, parce que c'est bien la question qui est posée, le développement des filières intégrées. Je reste persuadé que les filières intégrées, aucun pays n'a la capacité de maîtriser toutes les filières. Donc, nécessairement, il faut faire des choix, des arbitrages. Même si on partait sur 2, 3, maximum 4 filières qu'on a bien identifiées, mais pour lesquelles on donne les moyens, et on met en place tout ce qu'il faut pour que ces filières-là émergent, ça veut dire maîtriser de l'amont jusqu'à l'aval l'ensemble des maillons de la chaîne et que chaque maillon soit plus fort que l'autre. Ça nous permet de construire des filières fortes. Et des exemples, il y en a. Des exemples dans le monde, ça ne finit pas. J'ai bien apprécié le Premier ministre Mahathir, il dit ils ont été voir l'exemple du Japon. On n'a pas à recréer le monde. Il y a des choses, il faut aller les chercher là où c'est meilleur, là où c'est mieux fait, on vient les dupliquer et on gagne du temps. Une filière que j'ai beaucoup appréciée, c'est la filière du tourisme au Maroc. Ça fait plus de 20 ans que je suis ce qu'ils font au Maroc, non seulement sur le tourisme. Je peux vous dire qu'en dehors de notre président, ça je peux le dire, 2 présidents africains que j'adore et que j'apprécie pour ce qu'ils font dans leur pays, que je respecte aussi, c'est le roi Mohamed VI, pour ce qu'il a fait du Maroc en 20 ans, mais c'est aussi le président Paul Kagame, pour ce qu'il a fait du Rwanda depuis 1994. On n'a pas besoin d'aller chercher très très loin. Les exemples sont là à côté. Voilà donc pour dire que la filière avicole sénégalaise, pour y revenir, je ne veux pas être beaucoup trop long parce qu'on n'avait que 5 minutes et vous pensez que 42 ans d'expérience, de vie tumultueuse ne peuvent pas se raconter en 5 minutes. Mais la filière avicole aujourd'hui est une filière qui fait la fierté de notre pays. Elle est jeune, elle est dynamique, elle n'est pas encore suffisamment forte comme on l'aurait souhaité. Je devrais aussi dire que nous avons bénéficié de l'appui et de la compréhension des pouvoirs publics qui, depuis quelques années, ont pris des mesures de sauvegarde qui ont permis quand même à cette filière de connaître la situation qu'elle connaît aujourd'hui. Des filières, on peut en avoir. Ici au Sénégal, nous avons cette opportunité, énorme opportunité sur le tourisme. Et vous savez tous pourquoi. Tout ce qu'on a ici, pour qu'un tourisme haut de gamme, un tourisme développé puisse se faire au Sénégal. Nous avons d'énormes possibilités aussi sur l'horticulture. Et ça commence à décoller. Mais il y a encore énormément de choses à faire. Mais nous avons aussi beaucoup de possibilités sur le BTP. Dans les années 70, les Sénégalais quittaient ici pour aller construire les pays de l'Afrique centrale. On parle de 1970. Aujourd'hui, qu'on vienne nous construire notre pays, je me dis quelque part, ça nous laisse un peu froid. Je ne dis pas non, mais il y a des choses à faire pour que dans un délai relativement court, que ce soit nous-mêmes qui construisons notre pays, nos infrastructures, mais aussi qui les gérons. Voilà ça la résilience. Et c'est ça aussi l'ADN un peu de notre club, mais aussi du secteur privé sénégalais tout entier. Nous voulons un secteur privé national fort, avec l'émergence de véritables champions. Et ça, c'est valable pour toute l'Afrique.
Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, Maria, vous allez nous dire qu'est-ce que fait l'Espagne pour encourager les champions nationaux, quelle est l'expérience espagnole, qu'est-ce que nous pouvons apprendre, qu'est-ce que nous pouvons partager de ces expériences nationales. Et sûrement en se souvenant du fait que Mario a dit qu'il fallait qu'on fasse attention à l'implication du secteur public dans la création des champions nationaux. C'est pas la question que le secteur public soit en charge de la création des champions nationaux, bien sûr, mais d'appuyer le développement de ces champions nationaux. C'est pas merci. Bon, tout d'abord, merci bien pour l'invitation à participer au nom de ICEX. ICEX, c'est l'institution en charge de l'internationalisation de l'économie espagnole. Mais je pense, j'essaierai d'être si bref que possible, mais je pense que les idées que j'espère pouvoir vous donner sont applicables bien à l'Espagne, bien à n'importe quel pays, bien à n'importe quelle institution qui doit vraiment et qui est en charge d'appuyer l'internationalisation de l'économie. Alors, je voudrais bien, dans cet égard, mettre l'accent dans la relation entre internationalisation et compétitivité. Je pense qu'on ne peut pas parler d'un développement d'un secteur privé, bien sûr, on a parlé de la concurrence, on a parlé du développement du secteur privé, mais c'est extrêmement important que le secteur privé d'un pays, lorsqu'on veut vraiment arriver à l'émergence, soit en concurrence avec l'international. Alors, c'est les marchés internationaux qui sont en train de nous aider à être plus innovateurs, plus collaborateurs et plus résilients aussi, et plus capables de faire face au cycle économique, au choc externe des marchés. Alors, dans mon point de vue, est-ce qu'il y a un rôle à jouer par le secteur public, pour appuyer, pour aider la conquête des marchés internationaux, lorsqu'on est en train de parler des champions nationaux qui ont réussi déjà à développer, à avoir une certaine taille, qui sont capables, bien sûr, de faire face aux marchés nationaux. Est-ce qu'il y a un rôle à jouer pour le secteur public pour aider, pour accompagner ces sociétés, cette entreprise dans les marchés internationaux et alors pour les rendre vraiment des champions nationaux pour faire face à cette concurrence? À mon avis, bien sûr, il y a ce rôle. Et ce rôle peut être joué de différentes façons. Tout d'abord, dans le point de vue d'un appui institutionnel, je pense que l'appui que le gouvernement, que les institutions publiques peuvent donner au secteur privé, c'est très important pour attirer l'attention des autres pays, pour attirer l'attention des autres marchés et surtout pour attirer l'attention des investisseurs étrangers. Alors, dans tout ce qu'il soit en politique et d'attraction d'investissement étrangers, le rôle institutionnel, le rôle des gouvernements, c'est extrêmement important parce que c'est pas seulement un rôle d'accompagnement aux investisseurs étrangers lorsqu'il est en train de prendre des décisions, bien sûr, pour qu'il soit le Sénégal, la Nigerie ou n'importe quel autre pays choisi, mais et surtout pour mettre en place des règles qui sont claires, qui sont transparentes et qui peuvent donner les conditions nécessaires pour que ces investisseurs puissent avoir des décisions à moyen terme. En deuxième lieu, il y a un rôle à jouer en tout ce qui soit la gestion de l'information. On a des marchés, bien sûr, qui sont très ouverts et on a besoin de faire une bonne gestion de l'information parce que pas toute l'information qu'il y a dans le marché, qu'il y a à l'extérieur, est capable de devenir une opportunité d'affaires. Je pense que c'est un rôle aussi extrêmement important qui peut être fait par le public, qui peut être fait par les privés. Cet accompagnement que j'ai dit dans tout ce service d'information, ce service de promotion du pays en tant que destin des investisseurs, en tant qu'origine des exportateurs, c'est aussi très important et parfois il ne peut être que par le public, accompagné, bien sûr, et appuyé sur les champions nationaux qui vont être l'image du pays à l'étranger. Alors, mais ce rôle d'accompagnement, c'est, à mon avis, extrêmement important. Et après, ce rôle d'accompagnement aussi dans tout ce qui soit le processus d'exportation et surtout le processus d'investissement. C'est important que, lorsqu'on parle de l'internationalisation et exportation et investissement, ce sont les deux faces d'une même pièce.
Dans la plupart des cas, des champions nationaux vont apparaître dans des secteurs où il y a une grosse participation des investissements directs étrangers et aussi il y a une grosse tendance des investisseurs étrangers à l'exportation. Alors, ça c'est un cycle vertueux qui s'alimente et qu'il faut à mon avis, il faut qu'il y ait un secteur public et des institutions qui vraiment croient au secteur privé et croient au développement de ce secteur privé dans les marchés internationaux. C'est pour ça que tout ce qui soit une politique d'internationalisation qui soit efficace doit être toujours fait avec le secteur public, avec les associations sectorielles, avec les patronats, avec les syndicats patronats, etc. Sinon, on ne sera pas capable vraiment de faire un win-win en quelque sorte politique. Je pense que ces règles sont très simples, mais que je pense qu'elles sont applicables à n'importe quel pays et n'importe quelles soient les capacités du secteur privé dans ces pays. Merci bien. Merci beaucoup, merci. Clairement, vous nous avez donné des bonnes idées, des exemples du secteur public à l'appui du secteur privé. Je crois que ce matin, nous avons vu l'engagement des chefs d'État et du secteur public envers le secteur privé et ce que ça pourrait donner quand nous avons cette détermination. Je vais passer maintenant à une entreprise globale que nous connaissons bien, qui est partie d'un champion national à un champion européen et maintenant un champion international, c'est Siemens. Pour nous dire, Monsieur Bofio, qu'est-ce que a été le parcours de Siemens et comment est-ce que vous avez arrivé à créer un champion multinational? Merci de m'avoir invité à ce panel. Et après les crocodiles et les poussins, je vous demanderai d'applaudir. Je n'ai pas encore vu le crocodile, mais peut-être qu'ils ont mangé les poussins, je ne sais pas. Alors, notre société, effectivement, en 1848, était aussi une société familiale et qui est devenue un champion national et après international. Et pour l'Afrique, je dirais, il y a comme partout, il y a 4 grands thèmes qui doivent être présents. C'est naturellement, il faut un marché. Et le marché en Afrique, il est présent du par sa population, du par ses activités. Il faut une base de coûts pour l'activité qu'on veut développer qui soit correcte. Je crois que là aussi, en Afrique, on a tous les atouts. Il faut de l'innovation. J'ai vu en Afrique, surtout dans la jeune population féminine, une poussée, je veux dire, de gens très bien formés, de gens très bien appliqués dans les nouvelles technologies qu'on doit maintenant mettre en œuvre. Et ça commence aussi par avoir une égalité entre l'homme et la femme pour que tous les talents puissent émerger dans ce domaine. Le quatrième thème, ce sont les processus et tout ce qui est entourant. Processus, ça veut dire il faut une justice qui fonctionne, c'est partout. Il faut une gouvernance qui est correcte. Et ça, c'est une thématique qui est aussi bien des grandes nations que de l'Afrique, les deux. Et il faut que cet environnement soit propice pour les affaires. Alors, pour les sociétés, les champions nationaux, et je voudrais, quand j'ai lu le titre, j'ai eu un petit sourire ce matin quand quelqu'un a dit ce sont les grandes sociétés nationales qui sont champions dans leur pays. Ce n'est pas ça. Le champion national n'est pas le champion nationaliste, c'est le champion qui sort d'un pays, qui va à l'international, qui s'ouvre et qui, de par une compétence propre, je veux dire, acquiert de nouveaux marchés. Il faut faire les bons choix d'investissement. J'aimais bien la phrase « produisons ce que nous mangeons et mangeons ce que nous produisons ». Bâtissons des écosystèmes ou des filières, comme on l'a appelé. Si on est bon dans des poussins, arrêtons de former des gens qui vont se spécialiser dans la culture de pingouins ou de je ne sais pas quoi. Faisons alors les meilleurs éleveurs de poussins. Ces écosystèmes, je veux dire un exemple au Maroc. Le plus grand produit d'exportation du Maroc, la plus grande filière, n'est pas le phosphate, le nitrate. Ce sont les pièces pour les voitures, c'est tout ce qui a trait à l'automobile. Je crois que ça, c'est quelques exemples particuliers au Maroc qui ont bien réussi. Éléments clés sont les ressources. Les ressources ici, mais aussi la diaspora. La diaspora a un rôle à jouer. La diaspora doit soutenir son pays d'origine avec les connaissances d'une manière ou d'une autre elle a reçues. Et je crois que la diaspora doit jouer un rôle important et doit aussi prendre cette responsabilité en main, surtout les gens qui ont eu la chance d'être formés, de reprendre cette responsabilité en main dans leur pays et de former cette élite dont chaque pays a besoin. Alors il y a aussi une mentalité je parle surtout de l'Europe, des États-Unis, des Amériques, de l'Est, Asie, Japon et autres.
c'est que l'exportation a fini et fait partie du siècle passé, et on doit passer de l'exportation au commerce bilatéral. On ne peut pas exporter d'un pays vers l'autre sans qu'il y ait un retour de l'autre pays vers l'origine. Et là, je crois que dans chaque projet que nous faisons en Afrique, il faut qu'il y ait cet élément de localisation, il faut qu'il y ait cet élément de ressources ajoutées et de valeur ajoutée. À ce sens, je voudrais dire que Siemens supporte fortement les universités, au Portugal, l'EPT, l'école polytechnique de Thiès, et qu'avant de parler de projets et avant de parler de ce que nous pourrions éventuellement avoir ou participer, nous avons d'abord financé des évolutions dans des universités. Alors les affaires deviennent aussi beaucoup plus complexes. On dit des pays européens qui sont riches, on dit des pays africains qui sont moins riches. Par contre, la dette des pays européens est souvent à 100% et plus du produit intérieur brut, alors que la dette des pays africains est de 50% et un peu plus en général. Alors, il faut m'expliquer. Il faut vraiment expliquer, et je comprends un peu, affaire après affaire, comment ça se passe. Vous avez dans les affaires complexes, vous avez un entrepreneur au milieu qui est consulté par 10 avocats avec 20 financiers autour, et à la fin, il y en a un qui n'est pas sûr d'avoir son argent, c'est l'entrepreneur. Tous les autres sont quasi sûrs d'avoir leur facture payée, même avant que le projet commence, n'y soit fini. Là aussi, dans la prise de risque, il y a aussi de la part des gens qui sont dans les finances et dans le conseil aussi une autre mentalité à voir. Alors il y a aussi la qualité des investissements. Je crois qu'il y a des investissements pour la consommation, et là je suis la règle, il faut consommer ce qu'on a et il faut avoir ce qu'on veut consommer. Et alors il y a les investissements pour le cash, pour les devises. Et là je crois que tout investissement doit aller dans la transformation locale pour générer du cash, pour générer des devises qui vont après générer les infrastructures et, je veux dire, générer l'électricité et autres besoins du pays. Alors il y a le dernier point qui est très important, c'est les technologies et la digitalisation. La digitalisation, c'est vraiment une manne en or pour l'Afrique. Ça va aider à, je veux dire, surmonter les problèmes de logistique, à surmonter les problèmes que nous avons au niveau de la distance, au niveau de certaines infrastructures, parce que la digitalisation, le nouvel or, ce sont les données, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de données en Afrique, et je crois que bâtir un business qui a peut-être des poussins avec des digitalisations, avec des écosystèmes, je crois que ça vraiment, c'est le futur. Et c'est surtout les petites et moyennes entreprises qui vont prendre et qui vont devoir prendre le flambeau. Et que ces données-là, prenez-y soin à vos données personnelles, à vos données de pays, à vos données de vos industries. C'est ça, je crois, en une grande partie, la digitalisation lors de demain pour l'Afrique. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Bofieux. Je crois que vous avez soulevé un sujet assez important, c'est la digitalisation, qui regroupe un peu toutes les présentations, en commençant par la présentation du PNUD. Nous savons qu'aujourd'hui, pour remettre les jeunes au travail, il faudrait que nous passions par la reskilling, comme nous disons en anglais, les ramener un peu à la formation digitale. Et nous pensons que ça serait un autre avenir pour l'emploi en Afrique. En parlant de la dette, je pense que quand nous parlons de la dette, c'est pas nécessairement le taux de la dette par rapport au produit intérieur brut qui compte. Si nous prenons par exemple l'exemple du Nigeria, qui a un taux de dette par rapport au produit intérieur brut de 30%, elle dépense quand même 40% de tous son revenu à payer la dette. Donc je pense que quand nous parlons un peu de question de la dette, nous pensons aussi au taux de remboursement de la dette par rapport à la dépense publique. Et donc il faut regarder peut-être les deux chiffres quand nous parlons de la dette, juste pour garder, étant donné que ça serait un sujet assez important pour l'Afrique en 2019, la question de la dette, je pense que c'est important de clarifier un peu quelle est la marche de décision quand nos dirigeants prennent des décisions d'investissement sur la dette. Maintenant, je vais passer à Monsieur Yong Lee qui va nous parler peut-être de... Oui, et je ne sais pas si vous voulez revenir sur la question de la dette. Yeah. La dette vient naturellement aussi des taux d'intérêt que les débiteurs demandent aux pays africains. Alors pourquoi et plus du PIB
doit payer 1 ou 2% et que quelqu'un d'autre qui n'est endetté que de 50% doit payer 10, 15 et plus %. Ça, il faudrait une fois se poser fondamentalement la question, c'est quoi effectivement le risque ou c'est une peur imaginaire qu'on crée pour justement pouvoir augmenter les taux de l'intérêt. Je crois que là, vous soulevez une question qui est très importante et nous avons aussi nos collègues des institutions internationales. Nous sommes en train de réfléchir sur comment rendre les dettes africaines en monnaie locale. Et une fois que nous avons la dette en monnaie locale, nous avons moins de cette question de taux d'intérêt qui sont déséquilibrés, où il y a un risque aussi déséquilibré dans la dette. Et je pense que c'est vraiment, vous soulevez là un sujet important, c'est comment emprunter, surtout pour les grandes infrastructures, où nous avons besoin d'accès de capital en monnaie locale. Et il y a beaucoup de pays, l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Kenya, tout récemment le Togo, qui sont aujourd'hui en train de nous démontrer que nous pouvons effectivement emprunter en monnaie locale avec des taux nationaux d'intérêt qui un peu répondent à votre question. Je crois que c'est une question assez importante sur laquelle nous pouvons en débattre un peu plus longtemps dans les autres sessions. Passons à un international qui est devenu champion national au Sénégal en venant de la Corée. Je veux demander peut-être à M. Chong-Yi de nous donner un peu son expérience. Comment faire le trajet retour de la Corée en Afrique et devenir un champion. Merci. Assalamu alaikum. Nangadev. Bonsoir. Good afternoon. Thank you. To understand, Pour comprendre mon point de vue, je voudrais vous parler de ma société, vous la présenter. Je travaille pour le groupe Douane. C'est un groupe qui est basé en Corée. C'est une... de pêche. L'autre société de conserverie à Dakar. Je prévois le chiffre d'affaires 2019 sera plus de 5 000 €. This is my company. Ça, c'est la présentation de ma société. En ce qui concerne les champions nationaux, actuellement, au lieu de champions nationaux, moi je souhaite plutôt qu'on dise champions locaux. Les champions locaux. Ce qui est important pour être un champion local, c'est depuis le début, en fait, la société qui investit, en fait, on doit mettre en place des infrastructures, des procédures en conformité aux standards internationaux. Ça, c'est depuis le début. Et cela met en exergue la qualité ainsi que les procédures qui doivent permettre d'avoir une approche de pouvoir travailler sur le marché. Pour moi, c'est les éléments les plus importants. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est exactement, en fait, on comprend maintenant que vous êtes passé d'international parce que vraiment vous êtes très efficace. Vous parlez aussi de producteur national. Je pense que pour clôturer, peut-être que je vais repasser la parole à Aruna afin qu'il puisse nous donner des éléments de conclusion. Et après, on va pouvoir conclure la session. Juste peut-être quelques commentaires. Je pense que on n'a pas beaucoup parlé, malheureusement, des conditions pour ce qui est des jeunes et les opportunités d'affaires qui peuvent les intéresser. Je pense que la question d'émergence doit aussi être inclusive en incluant, je me répète, les jeunes afin de pouvoir identifier les talents et aussi de promouvoir ces talents et aussi d'intégrer les jeunes au sein des économies. Et je pense que
c'est une conséquence à la fois personnelle et nationale, parce que lorsque vous prenez certaines décisions en ce qui concerne les services au niveau national, vous devez vous poser la question selon laquelle quelle est l'organisation jeune qui doit être éligible afin de pouvoir bénéficier de ces contrats. Il faut aussi les chercher et leur offrir ces opportunités. Au niveau organisationnel, qu'on parle des Nations Unies, on doit se poser la question quelles sont les organisations africaines de jeunesse qui sont éligibles afin de pouvoir bénéficier, parce qu'on doit utiliser les opportunités existantes pour promouvoir les activités qui peuvent être bénéfiques aux populations jeunes parce qu'elles sont pleines d'énergie pour favoriser l'émergence. Je vous remercie. Je vous remercie. Je pense que il s'agit là d'une conclusion très encourageante. Nous devons investir dans les jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui sont les champions de demain. Donc les jeunes et les femmes. Je voudrais remercier à tous pour... je voudrais donc vous souhaiter un repos mérité pour aujourd'hui. Je vous remercie.